Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Et j'espère aussi que le son est assez audible. Donc, on va aborder aujourd'hui la leçon sur la science et la technique. Comme nous le faisons depuis le début, nous sommes en train de dérouler le programme de philosophie en suivant le plan qui est contenu dans le manuel de philosophie. Donc, après avoir abordé le domaine 1 sur la question de l'identité, le domaine 2 sur la question de la culture, donc on aborde ici le domaine 3 sur la question de la vérité et qui renvoie aussi dans une certaine mesure à la partie plus ou moins scientifique du programme. Et donc, l'autre jour, on vous a fait une petite introduction qui a été principalement centrée sur la science et la technique, mais c'était juste une introduction. Vous avez eu aussi un cours sur la démonstration et un cours sur l'interprétation. Et donc, dans le même cadre, on va aborder aujourd'hui la notion de technique. Ce n'est pas une seule notion, c'est deux notions, mais qui ont tellement de proximité, qui sont tellement imbriquées qu'on ne peut parler de l'un sans parler de l'autre. Donc il y a cette interdépendance entre la science et la technique qui fait que il est toujours préférable de les aborder ensemble. D'accord. Et donc, la première chose sur laquelle on va insister, c'est d'abord par rapport à l'origine même de la science et de la technique. Nous savons que l'être humain a connu une certaine évolution au cours de son existence sur Terre, à travers l'histoire, à travers le temps. Nous pouvons comprendre cette évolution en remontant assez loin, c'est-à-dire jusqu'aux premiers hominidés. Les hominidés, ce sont les premiers êtres qui sont issus de la séparation entre l'homme et l'animal et qui sont apparus pour la première fois dans cette région de l'Afrique de l'Est, située sous la latitude du Kenya, d'après le savant Cheikh Anta Diop. Donc, ces premiers hominidés ont des caractéristiques qu'on leur a, disons, attribuées selon leur degré d'évolution. On a parlé, par exemple, de l'Homo habilis. L'Homo habilis, c'est l'homme qui sait se servir de ses mains, donc qui est habile de ses mains, qui est capable d'utiliser ses mains. On a parlé de l'Homo erectus également, qui a été le premier homme à se tenir de façon plus ou moins verticale. L'homme de Néandertal, qui était le plus proche de nous, notre plus proche parent, et qui, d'après certaines recherches, est apparu pour la première fois en Europe. Et après l'homme de Néandertal, maintenant, on a parlé de l'Homo sapiens, c'est-à-dire l'homme qui sait, qui est savant, c'est-à-dire qui est capable de produire des connaissances ou qui est capable d'acquérir des connaissances. Et donc, cet Homo sapiens, il est notre ancêtre direct, puisque nous faisons partie de la branche suivante, qui est la branche de l'Homo sapiens sapiens, l'homme qui est deux fois sage. L'homme qui est deux fois sage, et cette sagesse est d'abord liée à une caractéristique physique, c'est-à-dire par rapport à la taille de son cerveau. Parce que nous avons un crâne qui est configuré de telle sorte que notre cerveau est beaucoup plus grand, beaucoup plus volumineux que le cerveau des hominidés qui nous ont précédés. Donc, l'être humain tel que nous le connaissons aujourd'hui est défini, donc dans ce domaine-là, comme Homo sapiens sapiens. Donc, un être qui est deux fois savant, donc un être très intelligent, très ingénieux, très perspicace, etc. Donc, nous sommes capables de produire, d'acquérir des connaissances. Nous sommes capables de nous interroger, etc. Et c'est précisément dans ce cadre-là, comme le dit Aristote, il dit que la science naît de l'étonnement.
La science naît de l'étonnement. Les êtres qui ne sont pas intelligents, les êtres qui ne sont pas doués de conscience, n'ont pas cette faculté à s'étonner, n'ont pas cette propension à l'étonnement. Donc c'est l'homme savant, donc l'homme qui est intelligent, qui a cette capacité de s'étonner, parce qu'il est sensible à tout ce qui apparaît ou à tout ce qu'il saisit à travers ses organes de perception, et il est également naturellement curieux. Il est naturellement curieux, et donc cette curiosité qui fait que cet homo sapiens, s'étonne devant les phénomènes qui apparaissent devant lui, autour de lui, dans l'environnement, n'est-ce pas, qui l'entoure. Donc pour Aristote, ça c'est ce qui va marquer le début de la science. La science commence donc lorsque l'homme, en tant qu'être intelligent, en tant qu'être curieux, avide de connaissances, avide de comprendre le monde qui l'entoure et surtout de se comprendre lui-même en tant qu'être, n'est-ce pas? Cet homme, donc, à partir du moment où il observe dans la nature, autour de lui et en lui-même, des choses qui l'étonnent, des choses qui lui créent une certaine inquiétude, des choses qui l'embarrassent parce qu'il ne les comprend pas. Il ne sait pas d'où viennent ces choses-là, n'est-ce pas? Il ne sait pas quelle est la véritable nature de ces choses. Et ces choses-là, c'est des choses qui sont banales pour nous, les hommes d'aujourd'hui, les hommes modernes, les hommes contemporains, parce que tout simplement, nous avons bénéficié de toute l'évolution scientifique que le monde a connue depuis le commencement jusqu'à maintenant. Donc nous, on n'a pas cet étonnement-là que les premiers hommes, que les premiers homo sapiens en tout cas, pouvaient avoir, parce que dès notre enfance, nous avons déjà un certain nombre d'explications par rapport à tout ce qui nous entoure, et ça c'est une somme de connaissances qui nous a été transmise par nos ancêtres. Donc nous n'avons pas cette propension à nous étonner, parce que les choses autour de nous sont plus ou moins connues, sont plus ou moins devenues banales, en quelque sorte. Mais si nous imaginons donc les premiers hommes qui sont apparus sur Terre, qui se sont retrouvés, ou en tout cas les premiers hommes qui ont été capables de réfléchir, qui ont été capables de s'interroger. Donc ces hommes-là, devant l'immensité du ciel bleu durant la journée, noir et constellé d'étoiles la nuit, devant un astre comme le soleil, avec sa chaleur et sa lumière aveuglante, devant un astre comme la lune, devant l'immensité de l'océan, devant la grande diversité des êtres vivants, animaux et végétaux, devant la grande diversité des paysages qui existent sur Terre. Donc devant tous ces phénomènes-là, toutes ces choses-là, devant des phénomènes tels que les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, la pluie qui tombe, les orages, la foudre, l'éclair, etc. Donc devant tout ça, ces hommes se sont étonnés au départ. Pourquoi cet étonnement? Cet étonnement est dû au fait que la vérité, donc qui est le thème de cette leçon dans une certaine mesure, la vérité ne nous est pas donnée, comme on le dit en philosophie, dans l'immédiateté de notre premier rapport au monde. La vérité ne nous est pas donnée dans l'immédiateté de notre premier rapport au monde. Donc, le premier contact que nous avons avec le monde à travers nos organes de perception et à travers notre conscience, donc, perçoit ce monde-là. Vous avez vu dans le cours sur la conscience, la phénoménologie qui étudie précisément ce rapport entre la conscience et le monde. Donc, ce premier rapport que nos organes de perception et que notre conscience a avec le monde repose sur une ignorance totale. Donc, au départ, l'homme est un ignorant. Il ne
se connaît pas lui-même, il ne connaît rien du monde qui l'entoure. Donc, il ne peut rien expliquer des phénomènes qui l'entourent. Mais quand cet étonnement survient, ce n'est pas tout de suite qu'on aura la naissance de la science. Avant que la science ne puisse émerger, comme le dit Gaston Bachelard, on va d'abord assister à l'émergence d'un ensemble de connaissances qu'on appelle les connaissances pré-scientifiques. Donc des connaissances qui ont précédé la science, qui étaient là avant qu'il y ait de la science. Ces connaissances pré-scientifiques sont caractérisées le plus souvent par leur caractère irrationnel, par leur caractère souvent dogmatique, parfois également par un caractère imaginaire, n'est-ce pas, mythique, extraordinaire, fabuleux, etc. Donc on peut en citer quelques-uns. Le mythe dont je viens de parler. Donc les mythes, ce sont des récits extraordinaires, fabuleux, irrationnels, qui essaient de nous expliquer l'origine de certaines choses ou bien la nature, en tout cas de certains phénomènes. Vous avez dans la religion musulmane, donc d'un point de vue purement scientifique, le mythe de la création de Adam, la création de Ève également. Donc pourquoi on appelle ça mythe? Parce que l'événement ou le fait qui est décrit ou qui est raconté dans cette histoire-là n'est pas scientifiquement possible. Ce n'est pas quelque chose de rationnel. On ne peut pas créer un être humain à partir de l'argile. Ce n'est pas possible. On ne peut pas sortir un être humain du ventre d'un autre être humain. Surtout sortir une femme du ventre d'un homme, de la côte d'un homme. Donc, en quelque sorte, c'est un mythe. Dans la mythologie grecque, vous avez le mythe concernant Chronos et Gaïa, qui sont les deux divinités primordiales. Chronos, le dieu du temps, et Gaïa, la déesse de la terre, qui ont engendré l'ensemble des divinités grecques, dont les dieux et les dieux de l'Olympe et les titans, Zeus, etc., etc. Donc pour les Grecs, ce sont ces deux premières divinités primordiales qui ont engendré toutes les autres divinités. Et dans l'histoire même, on dit que Chronos, donc qui est le père de tous les dieux, mangeait ses enfants jusqu'à ce qu'il y ait une rébellion de Zeus, donc qui va ouvrir le ventre de son père et faire sortir tous les enfants qui avaient été dévorés et les libérer et prendre le pouvoir, par exemple. Vous avez aussi, dans les autres mythologies, comme la mythologie égyptienne, l'histoire d'Osiris et de son frère Seth, etc. Donc, il y en a beaucoup. Mais ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas ces récits concernant les dieux, c'est plutôt l'explication qu'on trouve dans le mythe par rapport à certains phénomènes. Le phénomène de la pluie est associé à certains récits. Les mouvements ou ce qui peut subvenir au niveau de l'océan est associé à certains récits ou à des divinités. Dans la mythologie grecque, les marins ou les pêcheurs priaient Poséidon pour que la mer soit calme, parce que Poséidon était considéré comme le dieu de la mer et de l'océan. Donc, quand quelque chose se passait dans l'océan, l'explication était très simple, c'était donc une réaction du dieu de l'océan qui était Poséidon. Il y avait le dieu du vent chez les Grecs qui était Éole. Donc tout phénomène lié au vent était expliqué en référence à ce dieu-là qui est Éole. Ainsi de suite pour tous les phénomènes. On a également les connaissances animistes. Dans les religions animistes, souvent, l'origine des phénomènes est attribuée à des êtres surnaturels, des êtres invisibles, des êtres parfois magiques qui sont autour de nous, qui déterminent les variations des phénomènes de la nature et qui sont invisibles à nos yeux. Et la croyance, donc dans l'animisme, que avec des prières et des sacrifices, on peut influer sur ces événements-là, sur ces phénomènes naturels, n'est-ce pas, en essayant de gagner les faveurs des dieux ou des êtres qui sont responsables de ces phénomènes-là. Donc là aussi, c'est une forme d'explication. On a la connaissance générale qu'on peut appeler aussi l'opinion, qui est même le premier et le principal obstacle. L'opinion,
c'est les connaissances, les idées, les préjugés parfois que la grande majorité des gens partagent. C'est la connaissance de l'homme du commun, ce qu'on appelle le sens commun. L'homme du commun, c'est l'homme de la rue, pas très cultivé, pas très rationnel, souvent prêt à croire tout ce qu'on lui dit dans une certaine mesure, sans faire un effort de réflexion ou faire une critique ou une analyse rationnelle de ce qu'on lui dit. Donc l'opinion, dans nous tous, dans nos sociétés, comme le dit Descartes, à travers notre éducation, nous avons reçu un ensemble d'opinions, un ensemble de vérités, n'est-ce pas, ou de pseudo-vérités, un ensemble de connaissances, un ensemble de valeurs, un ensemble de jugements que nous considérons d'office comme étant vrais et donc qui sont répandus en général dans la société. Donc la majorité des membres de la société adhèrent à ces idées-là, adhèrent à ces connaissances, adhèrent donc à ce type de valeurs. Et donc Descartes disait précisément que pour entamer le voyage philosophique, pour entamer la quête de la vérité, la recherche de la vérité, il faut précisément faire table rase en se débarrassant de ces idées et de ces connaissances que nous avons reçues à travers notre éducation. Faire table rase, c'est comme quand vous prenez une clé USB et que vous la formatez. Donc vous effacez tout, puisque ce que vous aviez enregistré n'était pas basé sur la raison, ce n'était pas rationnel. Donc c'est des connaissances qui ne sont pas valables ou qui ne sont pas viables. Donc c'est un ensemble de connaissances pré-scientifiques. On peut en ajouter beaucoup d'autres. On peut parler de la sorcellerie, on peut parler de la magie, on peut parler de l'astrologie, l'astrologie qui n'est pas l'astronomie, n'est-ce pas, l'astrologie. On peut parler de la qui est liée à l'astrologie, puisque c'est des domaines dans lesquels on essaie de prédire ou de prévoir l'avenir de l'homme en se basant sur l'observation des étoiles, en se basant sur sa date de naissance, etc. D'accord, donc toutes ces connaissances-là, on peut même évoquer l'alchimie, ce qu'on appelle l'alchimie, un domaine de connaissances dans lequel les alchimistes visaient une connaissance leur permettant de transformer n'importe quel métal en or. Transformer n'importe quel métal en or. D'accord? Donc tout cela, ça rentre dans le cadre des connaissances pré-scientifiques, la sorcellerie, la magie, etc. Maintenant, l'émergence de la science va se faire précisément à travers une rupture paradigmatique, donc un changement, une rupture épistémologique plutôt, pas paradigmatique, une rupture épistémologique à partir du moment où les hommes vont renoncer dans une certaine mesure à ces connaissances pré-scientifiques pour se référer maintenant à la raison, pour se référer à la raison, à la réflexion, à l'analyse, d'accord? Ne plus se fier seulement à l'imagination, ne plus accepter facilement des connaissances ou des idées irrationnelles, n'est-ce pas? Mais se fier à la raison, prendre le temps de réfléchir, de s'interroger, d'analyser avant d'adhérer ou non à une vérité, prendre le temps de chercher, de faire un effort d'investigation, n'est-ce pas, face aux phénomènes et ne plus attribuer les phénomènes à des divinités ou à des esprits ou à des choses de ce genre. Et cette rupture donc épistémologique va se faire d'une part en Égypte, puisque selon Cheikh Anta Diop, le berceau de la science et de la technique, c'est en Égypte pharaonique, l'Égypte qui était habitée par des Noirs, des personnes donc venues de l'Afrique. Donc c'est dans cette Égypte-là, d'après Cheikh Anta Diop,
qu'on va avoir les premiers progrès, ou en tout cas les premières expressions d'une science et d'une technique. La technique, on y viendra plus tard, parce qu'en Égypte, les conditions même du milieu naturel nécessitaient précisément le développement de la science. Donc, la science en Égypte était au service de l'État, au service de la survie des populations, puisque c'est un milieu qui est plus ou moins inhospitalier. Et ça nous intéressera aussi quand on parlera de la technique. Les déserts, comme on le sait, traversés au milieu par le fleuve Nil, et donc une vie plus ou moins correcte n'est possible que sur les berges du Nil, autour des berges du Nil, parce que dans le reste du territoire, c'est le désert arabique. Et donc, le Nil, qui était caractérisé par des crues et des décrues, donc la montée et la descente du niveau de l'eau, la nécessité de pouvoir faire de l'agriculture, de pouvoir délimiter les parcelles, la nécessité également, très important, de fabriquer les grands monuments pour satisfaire le rêve de grandeur des pharaons, tout ça a contribué donc au développement de la science en Égypte. Et pour preuve, Cheikh Anta Diop nous dira que même les grands savants grecs, les grands savants grecs donc, qui sont connus dans l'histoire, tous ces grands savants-là sont allés étudier en Égypte. Ils sont allés apprendre donc, les sciences, les mathématiques, etc. en Égypte avant de retourner en Grèce. Et précisément en Grèce aussi, on a les présocratiques qui ont été les premiers à s'interroger de façon rationnelle sur le monde, sur la nature. La principale question qu'ils se sont posées, c'est quel est l'élément primordial de l'univers? Quel est l'élément primordial de l'univers? Vous savez qu'il y a 4 éléments fondamentaux qui sont l'eau, l'air, la terre et le feu. Et ces présocratiques donc se sont interrogés parmi ces éléments-là, quel est l'élément primordial? Donc certains ont dit que c'était l'eau, quelqu'un comme Thalès. D'autres réponses, quelqu'un comme Pythagore a insisté, lui, sur le fondement ou la structure mathématique de l'univers, n'est-ce pas? D'autres ont dit que c'était le feu. En tout cas, il y avait plusieurs écoles, et chaque école a développé sa réponse. L'école de Milet, l'école de Samos, l'école d'Éphèse, etc. Donc là aussi, on a eu une première forme de réflexion basée sur la rationalité. Donc, on oublie la référence à des dieux, on oublie la référence à des esprits, on oublie les théories imaginaires, les thèses irrationnelles, etc. Et on réfléchit, on s'interroge, on réfléchit, on analyse et on essaie de trouver donc une réponse concrète. Et donc, ce sont les premiers moments de la science. Et c'est à partir de ces moments-là, donc comme on l'a dit en Égypte et en Grèce, que donc le progrès même de la science a commencé et se poursuit jusqu'à nos jours. Maintenant, on peut s'interroger sur qu'est-ce que la science, précisément. La science, donc, c'est un effort intellectuel entrepris par l'homme afin de connaître le monde tel qu'il est, afin de connaître les lois de la nature, afin de savoir comment le monde fonctionne, quelle est la cause des phénomènes qui se produisent dans la nature, comment ces phénomènes se déroulent-ils, quels sont les enchaînements de causes et de conséquences qui sous-tendent ces phénomènes. Parce que nous savons que les phénomènes qui apparaissent devant nos yeux, les causes ou bien ce qui sous-tend ces phénomènes-là, ce n'est pas toujours visible. Donc, la science, c'est cet effort que l'homme va faire afin de pouvoir connaître comment le monde fonctionne, comment le monde est-il structuré, selon quelle loi, selon quelle régularité les phénomènes se produisent-ils. Les phénomènes se produisent-ils. Et donc, c'est à partir de ce moment que, à travers les interrogations, les hommes vont faire des investigations. Et ce sont ces investigations concernant différents domaines qui vont aboutir à une diversification des types de sciences. Monsieur Kébé vous a expliqué l'autre jour les 3
principaux types de sciences dans la classification de l'épistémologie. L'épistémologie, qui est définie en philosophie comme étant la philosophie des sciences, c'est-à-dire une étude, une réflexion sur et les résultats de la science, les méthodes, les objectifs, les procédés et les résultats de la science. Donc ça, c'est l'épistémologie. On parlera vers la fin donc de, par exemple, la réflexion éthique et morale qui se fait en épistémologie concernant donc les travaux scientifiques et également le progrès technique. Donc, il vous avait parlé des sciences exactes, qu'on appelle aussi les sciences formelles, comme la mathématique, la logique, les sciences naturelles ou expérimentales, telles que la biologie, etc., et surtout les sciences humaines qui concernent l'homme, la sociologie, la psychologie, l'histoire, etc. Donc, c'est lorsque l'homme commence à s'interroger, commence à réfléchir et commence à découvrir des choses que précisément des différents types de différents domaines, n'est-ce pas, vont commencer à se dégager dans donc la connaissance scientifique. Donc, parce que lorsqu'on s'intéresse à la connaissance du vivant, on est en biologie. Lorsqu'on s'intéresse à l'étude du passé, on est dans le domaine de l'histoire. Lorsqu'on s'intéresse aux méthodes et aux moyens de soigner, de connaître d'abord les maladies et de les soigner, on est en médecine, etc. Donc ainsi de suite. Donc il va y avoir cette diversification des types de sciences et chaque type de science, n'est-ce pas, va évoluer au fur et à mesure qu'il va y avoir des recherches, qu'il va y avoir des découvertes, qu'il va y avoir des réponses fournies par les scientifiques. Maintenant, quelles sont les caractéristiques de la connaissance scientifique? La première caractéristique, c'est la rationalité. La science est rationnelle. La science ne repose pas sur la foi. Le scientifique n'est pas un croyant dans le sens littéral du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui adhère avec son cœur à une vérité ou à un point de vue ou à une idée. Le scientifique est un savant. Donc, il adhère avec son esprit, avec sa raison, après réflexion. Il adhère après réflexion. Comme le disent les philosophes, une vérité n'est acceptable que si elle est d'abord passée par le tribunal de la raison. C'est à peu près le même cas donc, dans le domaine scientifique. Donc, le scientifique est un savant. Donc, c'est quelqu'un qui base son activité sur la raison, sur la rationalité, la réflexion, sur l'interrogation, sur la recherche, sur l'investigation. Donc ça, c'est le premier critère, la rationalité. Deuxième critère important, la rigueur. Effectivement, la démarche scientifique est une démarche rigoureuse. Rigoureuse, c'est-à-dire sérieuse. On ne prend pas les choses à la légère dans le domaine scientifique. On ne peut pas avancer ou affirmer n'importe quelle chose sans pouvoir l'expliquer, sans pouvoir le démontrer. C'est pour ça que on vous a expliqué l'autre jour dans le cours sur la démonstration que précisément la démonstration est un mode de raisonnement qui permet d'établir la véracité d'une affirmation ou d'autre chose. Donc la démonstration, c'est un raisonnement, c'est un procédé intellectuel qui nous permet d'aboutir à une vérité, mais une vérité qui sera dénuée d'ambiguïté, une vérité sur laquelle il n'y aura pas de doute possible, il n'y aura plus de débat possible, il n'y aura pas de divergence possible. Donc, elle permet d'aboutir à des vérités objectives. Et cette objectivité, c'est-à-dire l'union ou l'accord des esprits compétents, qui est réalisé en science, c'est le signe même de sa rigueur. Donc, la démarche scientifique est une démarche sérieuse, c'est une démarche rigoureuse qui n'accepte pas qu'on puisse avancer des choses ou soutenir des idées ou soulever
des thèses qui ne reposent sur aucune base rationnelle, qui ne reposent sur aucune démonstration, qui ne reposent sur aucune preuve. Donc, en science, cela n'est pas accepté. Donc, la rigueur, l'objectivité dans le domaine scientifique. On a également le caractère désintéressé de la science. La science est une activité à l'origine désintéressée. Ce n'est plus tellement le cas à notre époque. On verra pourquoi. Mais à l'origine, la science est une activité désintéressée. Le scientifique cherche le savoir pour le savoir. Il cherche à connaître et à comprendre le monde, tout simplement, sans but utilitaire, sans objectif pratique. Voilà, donc, au départ, la science est désintéressée. C'est juste une recherche de la connaissance, c'est juste une activité nous permettant de comprendre le monde qui nous entoure, de percer les mystères de la nature, de saisir les lois de la nature et de pouvoir expliquer donc les phénomènes qui surviennent constamment autour de nous. Donc le caractère désintéressé également de l'activité scientifique. Autre chose, le scientifique aussi doit être neutre. La neutralité du scientifique, c'est très important. Dans le cours sur l'histoire, on vous a expliqué précisément que l'historien, pour être crédible, doit être neutre. S'il mêle ses croyances, s'il mêle son appartenance, s'il mêle ses convictions à son activité, il n'est plus crédible parce qu'il va forcément prendre parti. Et si on prend parti, donc on n'est plus au service de la vérité. Or, le scientifique s'intéresse à la vérité pure et dure. La vérité pure et dure, quelle que soit cette vérité. Donc, le scientifique, dans son activité, se débarrasse de ses appartenances ethniques ou religieuses, se débarrasse de ses croyances, se débarrasse en quelque sorte de certaines de ses convictions qui ne sont pas liées donc à son activité scientifique. Il ne s'intéresse qu'à une seule chose, c'est la vérité. Même si c'est une vérité honteuse, même si c'est une vérité désagréable, même si c'est une vérité moralement inacceptable, en tout cas, lui, son objectif, c'est la vérité. Donc le scientifique, il est neutre, il est impartial. Il doit être neutre et impartial dans son activité. Précisément, Cheikh Anta Diop a souligné dans ses ouvrages tels que Nation nègre et culture le caractère partial de certaines théories scientifiques concernant l'Afrique et même le reste du monde venant des scientifiques et des savants européens qui ont fait ce qu'on appelle une falsification de l'histoire et même une falsification de la science dans une certaine mesure. La falsification, c'est le fait de mentir en quelque sorte, de dire des mensonges volontairement sur, disons, une étude scientifique ou bien dans un domaine scientifique. Pendant très longtemps, malgré l'évidence, malgré les faits, malgré les preuves qui étaient là, présentes et accessibles, les savants européens, par exemple, ont prétendu que la grande civilisation égyptienne n'avait pas été fondée par des Noirs. C'était des peuples venus de l'Asie, soi-disant, ou venus des steppes eurasiatiques, etc. Alors que c'est des Noirs qui ont fondé la civilisation égyptienne. Les preuves étaient là-bas dans les pyramides, à travers les momies, à travers les hiéroglyphes et tout ça. Donc, ces scientifiques-là n'étaient pas impartials, ils étaient partials. Parce qu'ils voulaient ils étaient animés par cette idéologie qu'on appelle l'eurocentrisme, qui est le fait de vouloir affirmer que tous les progrès scientifiques et intellectuels en général de l'humanité sont venus de l'Europe, alors que ce n'est pas vrai. Donc le scientifique doit avoir cette neutralité et cette impartialité. Maintenant, comment s'élabore la vérité scientifique? Quelle est la nature de la vérité scientifique? C'est une vérité qui repose sur la notion de théorie. En science, on a des théories scientifiques qu'on peut aussi appeler dans une certaine mesure des hypothèses. Et quand ces hypothèses ou ces théories sont confirmées et confrontées avec les faits, cela devient scientifique. Donc, le scientifique part d'abord d'une hypothèse, il part toujours d'une hypothèse. Ensuite, l'hypothèse est soumise aux méthodes de vérification. Et quand cette hypothèse est
validée par ces méthodes de vérification, quand elle est confrontée aux faits, n'est-ce pas, cette hypothèse devient donc une thèse en quelque sorte, elle devient une vérité scientifique. Donc, il y a un procédé très rigoureux, un procédé sérieux, n'est-ce pas, un procédé méticuleux, on fait attention aux détails, n'est-ce pas, par lequel la vérité s'élabore dans le domaine scientifique. Nous savons que ce n'est pas le cas dans les autres domaines. Dans le cadre de l'opinion, par exemple, l'opinion c'est quoi? Quelqu'un arrive et raconte une chose et tout le monde le croit et ceux qui y croient vont, disons, répercuter cette information vers d'autres personnes et elle finit par se répandre, simplement. Mais les premières personnes qui ont reçu l'information ne l'ont pas vérifiée, ne l'ont pas critiquée, ne l'ont pas analysée. Donc ça, ce n'est pas possible dans le domaine scientifique. Donc quand vous affirmez quelque chose en science, la question qu'on vous posera, c'est comment. Donc tu dis que tel phénomène se passe de cette manière ou tel phénomène est causé par telle chose, fais-nous la démonstration simplement. Voilà, démontre-nous ce que tu dis. Et là, tu seras obligé donc de faire cette opération qui consiste à démontrer la véracité de ce que tu affirmes. Et si tu arrives à démontrer, c'est bon. Si tu n'y arrives pas, donc ce que tu dis, ce sont des suppositions, ce sont peut-être des affirmations gratuites, ce sont des opinions, mais ce n'est pas une vérité scientifique. Donc, la vérité dans le domaine scientifique s'élabore à travers un procédé très rigoureux, un procédé très sérieux, n'est-ce pas, qui repose sur les méthodes de vérification, les méthodes également d'investigation que nous connaissons. Il y a la démonstration dont on vous avait parlé l'autre jour, avec l'exemple des mathématiques et de la logique. Il y a l'interprétation, parce que l'interprétation est admise dans le domaine scientifique, parce que toute interprétation n'est pas forcément subjective. Voilà, on peut interpréter à partir d'éléments assez concrets pour aboutir à un résultat plus ou moins certain. Si nous prenons l'exemple encore de l'histoire, dans quel sens ou en quel sens peut-on adhérer au récit des historiens? Parce que l'historien base son récit sur des sources. Les sources, c'est d'abord les vestiges laissés par les hommes du passé. Prenez n'importe quel grand événement, n'importe quelle grande civilisation, ils ont forcément laissé des traces. Des bâtiments, des monuments, des armes, des ustensiles de cuisine, des cimetières, des squelettes, etc., etc. Donc tous ces vestiges-là sont des sources pour l'historien. Il y a aussi les écrits, les écritures. Donc beaucoup de peuples ont connu l'écriture très tôt et ont laissé des écrits concernant certains phénomènes. La tradition orale, qui n'est pas toujours fiable, mais qui est également une source pour l'histoire. D'accord? Et à notre époque, également, nous avons des sources beaucoup plus satisfaisantes, en quelque sorte, parce que nous pouvons avoir des images. Nous avons des images de la Seconde Guerre mondiale, filmées par les Allemands, les Américains, les Russes et autres, parce que la caméra existait déjà à cette époque. Donc ça, ce sont des sources. Donc quand l'historien se base sur ces sources-là pour élaborer un récit à propos d'un événement, ce que fait l'historien, c'est l'interprétation des sources. Il interprète les sources. Donc, d'après tel élément que j'ai vu, d'après tel élément que j'ai vu, d'après telle chose qui avait été écrite, d'après telle chose que les gens m'ont raconté, etc., je mets tout ça ensemble et j'interprète maintenant pour trouver la vérité par rapport à cet événement. D'accord? Donc, c'est comme ça que les théories s'élaborent. Et quand une théorie est assez vaste, assez large pour servir de référence, au système général d'explication du monde, de la réalité ou des paradigmes. À chaque époque de l'évolution de la science, il y a toujours un paradigme dominant. Donc le paradigme dominant, c'est l'ensemble de lois, l'ensemble de théories, l'ensemble de thèses qui sont assez larges, assez étendues,
assez vaste pour servir de référence, n'est-ce pas, à l'explication des phénomènes et des événements qui se passent, donc des phénomènes qui se passent au niveau de la nature. Donc, à chaque époque, il y a un paradigme dominant. Mais si on dit à chaque époque, il y a un paradigme dominant, les paradigmes évoluent. Les paradigmes évoluent comme les vérités scientifiques évoluent. Les vérités scientifiques ne sont pas toujours des vérités éternelles. On a vu ça avec Karl Popper, qui parle de vérisimilitude, mais on y reviendra. Mais également, les paradigmes évoluent selon que les principes mêmes sur lesquels reposait le paradigme sont confortés, sont conservés ou bien sont remis en question ou même complètement réfutés. L'exemple le plus fameux qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est le passage du géocentrisme à l'héliocentrisme. Le passage du géocentrisme à l'héliocentrisme. Le géocentrisme, c'était la théorie, je vais dire, selon laquelle la Terre est le centre de l'univers et le Soleil et les autres astres gravitent autour de la Terre. Donc, théorie défendue par Aristote et dans une certaine mesure par l'Église catholique européenne à cette époque-là, c'est-à-dire à l'époque du Moyen Âge. Cette théorie du géocentrisme, donc, était la base d'explication de tous les phénomènes concernant la Terre, précisément. Parce que c'était le paradigme à cette époque-là. Donc, il y a une vérité de base qui est que la Terre est plate et tous les autres astres, parmi lesquels le Soleil, gravitent autour de la Terre. Donc, les changements climatiques, la succession des jours et de la nuit, etc., tous ces phénomènes annexes, donc tous ces phénomènes annexes, devront être expliqués à partir de cette base-là, donc qui est le paradigme. Mais à partir des savants tels que Copernic, tels que Giordano Bruno, jusqu'à Galilée, et même Descartes, qui a failli aussi publier un livre sur ça, et qui s'est ravisé lorsqu'il a entendu que Galilée a été emprisonné. À partir de ces savants-là, surtout Copernic, Nicolas Copernic, donc il y a eu une remise en question de ce paradigme géocentrique qui a été remplacé par l'héliocentrisme, donc qui va devenir le nouveau paradigme scientifique dans ce domaine-là de l'astronomie en quelque sorte. L'héliocentrisme, qui est la théorie selon laquelle c'est le Soleil plutôt qui est le centre de notre système, qui est le système solaire, et notre planète Terre ainsi que les autres planètes gravitent plutôt autour du Soleil. Donc le Soleil ne tourne pas autour de la Terre et donc il ne se lève pas et ne se couche pas. Ça, c'est un effet d'optique, c'est une illusion d'optique, n'est-ce pas, liée à notre position sur Terre et liée également au mouvement de la Terre. Donc l'héliocentrisme dit c'est le Soleil qui est au centre de notre système, qui est le système solaire. La Terre, comme les autres planètes, gravite autour du Soleil et progressivement, la théorie va se préciser avec la thèse selon laquelle il y a un mouvement de rotation et un mouvement de révolution de la Terre. Le mouvement de rotation qui se fait en 24 heures, qui fait que nous passons du jour à la nuit continuellement. Le mouvement de révolution qui se fait en 365 jours, un quart. Le un quart dépendant du mois de février. Et donc, c'est lorsque la Terre fait un tour complet autour du Soleil. J'avais parlé l'autre jour de l'inclinaison de la Terre. Donc, si vous ajoutez la forme de la Terre, sa position et sa distance par rapport au Soleil, son inclinaison de 15 degrés et la vitesse à laquelle elle se meut donc dans l'espace, n'est-ce pas, et la position donc des différentes parties du globe terrestre face au Soleil, vous avez l'explication des variations climatiques et des variations saisonnières. Le climat varie, les saisons varient donc sur cette base-là, d'accord? Donc c'est ça qu'on appelle un paradigme et la science repose toujours sur des paradigmes. À chaque époque, il y a un paradigme dominant, mais les paradigmes ne sont pas éternels. Donc, je passe maintenant à la technique.
Il y a beaucoup de choses à dire, mais on va s'en limiter là pour ne pas trop nous étaler. Qu'est-ce que la technique maintenant? On pourrait faire le même parcours que nous venons de faire avec la science en partant du commencement également. Mais on va essayer de le résumer au plus vite. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'Homo habilis. L'Homo habilis, donc, qui est un type d'hominidé qui a l'habileté de se servir de ses mains. Et cet Homo habilis, donc, qui va évoluer jusqu'à l'Homo sapiens, qui est l'homme 2 fois sage, 2 fois savant, comme vous et moi. Cet Homo sapiens, donc, est à la fois un être savant, mais il est aussi ce qu'on appelle un Homo faber. Homo faber, c'est-à-dire un fabricateur d'outils. Quelqu'un qui est capable de manipuler des outils, de fabriquer des outils, d'utiliser des outils. Et c'est ainsi que, dès le Paléolithique, les hommes ont commencé à élaborer une forme de technique rudimentaire à travers la pierre taillée. Plus tard, au Néolithique, on aura la pierre polie. On a des outils tels que les galets, les silex, etc., les bifaces. Donc, ça, c'était les premiers balbutiements de la technique, les premiers balbutiements. Balbutiement, c'est comme l'enfant qui apprend à parler mais qui n'arrive pas encore à bien parler, qui arrive à prononcer 1 ou 2 syllabes, n'est-ce pas, pas très perceptibles. Donc, on a les premiers balbutiements de la technique déjà au Paléolithique et plus tard au Néolithique. Et au Néolithique, déjà, on va avoir une première révolution. À l'époque du Néolithique, on va avoir une première révolution avec la sédentarisation. Dès que l'homme se sédentarise, donc il quitte le mode de vie nomade pour se sédentariser, pour rester sur place maintenant, s'établir dans un endroit précis, de préférence près des points d'eau. C'est la raison pour laquelle la plupart des grandes civilisations ont émergé près des fleuves ou de grands lacs, n'est-ce pas? Il y a des historiens qui expliquent le Gange comme étant l'origine de la civilisation en Inde, si je ne me trompe pas, ou bien en Chine, la Mésopotamie également, la civilisation mésopotamienne qui est née autour des 2 fleuves qu'on appelle le Tigre et l'Euphrate au Proche-Orient, ainsi de suite. D'accord? Donc, quand l'homme se sédentarise, maintenant, il va y avoir une accélération du progrès technique. Mais, j'ai failli sauter ça. Quelle est la raison d'être de la technique? C'est ce qu'on avait expliqué l'autre fois. C'est la faiblesse naturelle de l'homme. C'est la vulnérabilité naturelle de l'homme. Ce sont les limites physiques de l'homme qui justifient même l'existence de la technique. Vous vous rappelez le mythe de Prométhée, donc, qui nous explique que l'homme est dépourvu de défense, dépourvu d'armes dans sa constitution physique. Donc sa constitution physique fait que il est fragile, il est vulnérable comparé aux animaux. Donc cette constitution physique qui est faible fait que si l'homme n'est pas créatif, s'il n'est pas inventif, s'il n'accroît pas ses capacités, s'il ne prolonge pas ses membres avec des outils et des objets qu'il pourra utiliser, il ne pourra pas s'en sortir. Vous savez qu'un être humain ne peut pas affronter un lion à main nue. Il ne peut pas affronter, par exemple, un buffle à main nue ou bien un éléphant à main nue. Il n'en a pas la force. Donc, cette fragilité et cette faiblesse naturelle fait que, dès le départ, l'homme s'est trouvé confronté à des menaces liées aux conditions climatiques et environnementales, liées également aux autres êtres vivants, mais liées surtout à la nécessité de survivre, à la nécessité de trouver ou de produire de la nourriture, à la nécessité de trouver de l'eau, et l'eau n'est pas abondante partout dans le monde. Il y a des régions où il faut chercher pour trouver l'eau, il faut être créatif pour trouver de l'eau. Donc, cette nécessité de survivre, cette nécessité de résister aux contraintes climatiques, cette nécessité de pouvoir résister aux autres êtres vivants, aux animaux sauvages, etc., a très tôt poussé l'homme donc à commencer à
produire de la technique. Donc une technique qui a été au départ rudimentaire, n'est-ce pas, à travers les outils dont j'ai parlé, mais qui va évoluer. Et donc, qu'est-ce que la technique? La technique, il y a deux aspects. Il y a un aspect purement théorique, c'est-à-dire la technique, c'est un ensemble de connaissances que nous pouvons mettre en pratique pour l'accomplissement d'une tâche ou bien pour atteindre une fin utile. Par exemple, quand vous faites une formation dans un domaine précis, dans certains domaines, ce qu'on vous enseigne, c'est précisément la technique qui vous permet d'être actif dans ce domaine-là, qui vous permet d'être productif dans ce domaine-là. Vous pouvez faire une formation en informatique. Quand vous faites la formation en informatique, on vous transmet, vous faites l'apprentissage de la technique de l'informatique, c'est-à-dire de l'utilisation et de la maintenance d'un ordinateur. D'accord? Maintenant, à côté de l'aspect purement théorique, il y a aussi l'aspect pratique. Et c'est pour ça qu'on dit que la technique est un savoir-faire. L'aspect pratique, c'est ce que les philosophes appellent d'une certaine manière le coup de main. Le coup de main, c'est-à-dire il y a une certaine habileté qu'il faut avoir pour pouvoir accomplir certaines tâches. Cette habileté s'acquiert le plus souvent par l'expérience, c'est-à-dire par une pratique régulière d'une tâche. Donc, la technique, comme le dit Aristote, c'est l'agencement de moyens en vue d'atteindre une fin utile. L'agencement de moyens en vue d'atteindre une fin utile. Quels sont ces moyens? D'une part, ce sont des connaissances. Voilà, le mécanicien, pour réparer une voiture, il ne s'agit pas seulement d'avoir des clés et les outils, il faut qu'il ait des connaissances d'abord. Il faut qu'il sache c'est quoi une voiture, quelles sont les pièces qui composent la voiture, quelles sont les pannes qui peuvent survenir dans une voiture, à quelle pièce de la voiture est liée chaque type de panne, n'est-ce pas, et comment doit se faire la réparation liée à ce type de panne. Ça, c'est une connaissance purement théorique qu'on peut apprendre dans des livres, dans une école, dans un centre de formation, mais il reste la pratique, c'est-à-dire le fait de prendre des outils maintenant, démonter une voiture et de réparer concrètement la pièce. Donc, il y a cet aspect qui fait que la technique est un savoir-faire, mais la technique, c'est aussi l'utilisation des outils et des instruments, la création, la production, l'invention des outils et des instruments qui permettent à l'homme donc de transformer la nature de façon plus rapide, de façon plus efficace et surtout de façon plus sûre également pour sa sécurité. Donc, les outils et les instruments que l'homme invente lui permettent d'accroître sa force, n'est-ce pas, pour qu'il puisse transformer la nature plus facilement. Un exemple très simple, si vous voulez creuser un puits, vous pouvez le faire avec la main, mais ça risque de vous prendre des années pour pouvoir trouver de l'eau et vos mains risquent de se dégrader à la tâche. Si vous avez une pelle, c'est un peu mieux, mais ça risque de prendre du temps aussi. Si vous avez un tracteur, c'est encore mieux. Si vous avez les grandes machines de forage, c'est parfait dans ce cas. Vous pouvez en quelques heures, par exemple, vous pouvez atteindre de l'eau, par exemple. Donc, vous voyez que la technique donne à l'homme cet avantage-là d'accroître ses forces et de lui permettre de pouvoir agir sur la nature de façon beaucoup plus efficace, tout simplement. Et cette technique-là, donc, qui a évolué donc, à partir de son aspect rudimentaire jusqu'à la révolution, un ensemble de révolutions, on va parler de l'âge de bronze, l'âge du fer, etc. Plus près de nous, on a parlé machines, de la naissance des machines, la machinisation dans le travail surtout, qui va donner naissance aussi à l'industrialisation, l'apparition des machines qui fait que le travail de l'homme est maintenant remplacé par le travail plus efficace et moins cher des machines, jusqu'à notre époque d'aujourd'hui où nous avons des robots et généralement aussi ce qu'on appelle l'électronique en quelque sorte, ou en tout cas la technologie. D'accord? Donc la technique a évolué et va continuer à évoluer de la même manière que la science a évolué et va continuer à évoluer.
pour aller plus vite encore, donc on va essayer de synthétiser maintenant. La science donc, et la technique, on ne peut plus les séparer à notre époque, et même elles étaient en quelque sorte inséparables dans le passé, parce que la science se nourrit des progrès techniques comme la technique se nourrit des progrès scientifiques. C'est pour cela qu'on parle aujourd'hui de la technoscience. La technoscience, donc l'union de la science et de la technique au service de l'homme. Et c'est les progrès que cette technoscience a connus qui fait qu'aujourd'hui on parle de technologie. Dans la technologie, vous avez la mécanique, vous avez l'électrique, vous avez l'électronique, vous avez le magnétique en quelque sorte. Donc vous avez toutes ces nouvelles applications, tous ces nouveaux domaines d'études et de mise en application qui se rassemblent pour donner les outils, les instruments et les machines très perfectionnées que nous avons de nos jours. Et ça nous permet de parler des avantages. Donc les avantages, l'avantage principal de la science, c'est que la science nous permet de savoir. Donc la science nous donne un savoir. La technique nous donne un pouvoir. Donc la science nous donne un savoir. La technique nous donne un pouvoir. Donc grâce à la science, l'homme sait. Grâce à la technique, il peut. Et quand vous les mettez ensemble, il y a beaucoup plus d'efficacité. Qu'est-ce que la science nous permet de savoir? Comme je l'ai dit, elle nous permet de connaître le monde qui nous entoure. Elle nous permet de nous connaître nous-mêmes, de connaître les lois qui sous-tendent les phénomènes qui se produisent dans la nature. Elle nous permet de comprendre les événements, les choses qui se répètent, les régularités dans la nature, de comprendre la structure du monde, de comprendre les êtres vivants, de les connaître, de savoir de quoi ils sont composés, comment leur corps fonctionne, etc. Donc la science nous donne toutes ces connaissances-là. La technique, elle, maintenant, nous permet d'agir sur cette nature que la science nous permet de connaître. Donc la science nous permet d'avoir une connaissance, une bonne connaissance de la nature. La technique, maintenant, nous donne un pouvoir sur cette nature pour pouvoir la transformer. La transformer dans deux sens. D'abord, l'homme a été obligé de s'adapter à la nature. Donc, à s'adapter au climat, à s'adapter aux conditions géographiques, aux conditions géologiques, aux conditions topographiques, etc. Mais, de plus en plus, l'homme ne s'est plus adapté à la nature. Au contraire, il adapte la nature à ses besoins. Donc ça, c'est grâce à la technique. Donc ce monde que la science nous permet de connaître, la technique nous permet de maîtriser ce monde-là, d'avoir un pouvoir sur ce monde-là, d'avoir un contrôle sur ce monde-là. Donc à travers les procédés, à travers les outils, les instruments, les machines que nous utilisons et qui accroissent notre pouvoir. Et donc, dans cette lancée-là, la science et la technique ont considérablement amélioré les conditions de vie de l'homme. Les hommes vivent de mieux en mieux à mesure que la science et la technique évoluent. Ils comprennent beaucoup plus la nature, ils maîtrisent beaucoup plus les phénomènes et les aléas de la nature et ils ménagent leur environnement de façon de plus en plus optimale, en quelque sorte. Donc, la science et la technique nous donnent cet avantage-là, et ces avantages, on peut les voir dans tous les domaines. Dans le domaine de la médecine, la santé, dans le domaine de l'alimentation, avec l'agriculture, et aujourd'hui ce qu'on appelle l'agroalimentaire, dans le domaine de la communication, avec tous les outils que nous avons, notamment l'Internet, qui nous permet en ce moment de faire un cours alors que nous sommes à des endroits totalement différents. Il y en a même peut-être qui ne sont pas à Djibouti, mais nous sommes en train de faire cours comme si nous étions dans la même pièce. D'accord? Ce sont des miracles, mais des miracles que nous ne voyons plus comme tels parce que nous nous sommes habitués tout simplement. Dans le domaine des transports, avec les avions, les fusées, les trains à grande vitesse, etc., etc. Dans le domaine militaire, avec les armes de plus en plus sophistiquées, les drones,
donc des avions sans pilote qui peuvent aller bombarder partout dans le monde, les missiles intercontinentaux, les missiles hypersoniques qui peuvent aller à une vitesse plus rapide qu'à la vitesse du son, n'est-ce pas? Des pays comme la Russie et les États-Unis en possèdent. C'est des missiles inarrêtables, n'est-ce pas, qui vont à des vitesses de 10 000 km par heure, et donc des vitesses exponentielles. On a la bombe atomique, qui est l'une des plus grandes réalisations de la science et de la technique, n'est-ce pas? Quand je dis de la science et de la technique, parce qu'effectivement, dans tous ces outils et toutes ces inventions et toutes ces créations que je viens de citer, ce n'est pas seulement de la technique, ce n'est pas seulement de la science, c'est toujours une alliance entre science et technique. Pour fabriquer une bombe atomique, par exemple, il faut d'abord avoir des connaissances en physique et en chimie. Il faut connaître la physique atomique. Voilà, il faut connaître la physique atomique, connaître, si je ne me trompe, la mécanique quantique, n'est-ce pas? Connaître les propriétés de certaines substances telles que l'uranium, le plutonium, connaître les procédés pour pouvoir enrichir ces substances-là. Et ensuite, il faut avoir maintenant les capacités techniques de manipuler ces matières-là pour pouvoir les transformer selon nos besoins. Vous voyez donc, c'est toujours donc une union entre science et technique qui permet toutes ces réalisations. Et on avait parlé également dans le cours sur le corps des avancées qui ne sont pas seulement extérieures à l'homme, mais même le corps humain, on est en train d'essayer de l'améliorer grâce à la science et à la technique. On est déjà capable de le réparer dans une certaine mesure avec des implants, avec des prothèses, avec d'autres éléments du genre, mais on commence également à développer des recherches pour pouvoir améliorer le corps humain, le rendre plus fort, le rendre plus rapide également, et même le projet de Descartes, donc j'allais oublier d'en parler, le projet de devenir maître et possesseur de la nature, qui n'est pas forcément utopique, même si, bien sûr, en ce moment, nous sommes en train de subir un rappel à l'ordre de la part de la nature à travers ce virus qui circule dans le monde et qui a mis à genoux la plupart des grands pays du monde, des pays qui sont développés, superpuissance, méga-puissance, etc. Aujourd'hui, on a, c'est vrai, un rappel à l'ordre de la nature qui semble nous dire que, dans une certaine mesure, c'est toujours moi qui commande. Voilà, vous avez des prétentions, vous avez de l'orgueil, mais c'est toujours Mère Nature qui commande. Mais si on écarte donc cette parenthèse-là, le projet de Descartes, donc, qui dit que grâce à la science et à la technique, si l'évolution de ces deux disciplines continue et elle s'accélère à notre époque, les connaissances et les innovations techniques se développent à une vitesse, à une très grande vitesse à notre époque. Si cela continue donc, on arrivera à un moment où l'homme deviendra maître et possesseur de la nature. Ce qui veut dire que l'homme va dominer la nature. L'homme pourra maîtriser, contrôler totalement la nature qui lui est extérieure, mais surtout également vaincre les limites que lui impose la nature par rapport à la maladie, par rapport à la vieillesse, par rapport à la mort, etc. Donc il y a un ensemble de procédés qui sont apparus dans ce sens-là. Il y a des recherches qui sont faites, et précisément cela nous permet maintenant de faire la transition sur le questionnement éthique sur ce travail, sur tout ce progrès scientifique, sur toutes ces innovations techniques. Voilà. Donc c'est une relativisation en quelque sorte de ce que M. Kébé vous avez expliqué l'autre jour et qu'on appelle le scientisme. Le scientisme, c'est la croyance selon laquelle la croyance en la toute-puissance de la science et de la technique, la croyance selon laquelle la science et la technique peuvent répondre à toutes les angoisses de l'homme, peuvent répondre à toutes les questions de l'homme et surtout peuvent régler tous les problèmes auxquels donc l'être humain peut être confronté.
Et précisément, cette réflexion sur le plan éthique et moral, donc je vais me presser un peu, c'est presque l'heure de la prière, je vais essayer de terminer en 5 minutes. Cette réflexion éthique et morale sur le travail de la science et de la technique aboutit en quelque sorte à une remise en cause donc, du progrès infini de la science et du progrès exponentiel des innovations techniques comme étant uniquement des avantages pour l'homme, comme étant uniquement des disciplines, des activités qui sont au service de l'homme. La science a des limites qui sont d'abord les limites même de l'esprit humain. Elle a également des limites par rapport au vaste domaine de tout ce que nous ignorons jusqu'à présent, parce que ce que nous savons par rapport à ce que nous ignorons, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan. Il y a énormément de choses que nous ne connaissons pas du tout jusqu'à présent, que nous ne pouvons pas du tout expliquer jusqu'à présent. Donc notre connaissance est extrêmement limitée. Et même dans le cadre religieux, c'est ce que Dieu avait dit aux prophètes. Si les hommes t'interrogent au sujet de l'âme, par exemple, dis-leur que l'âme, c'est l'affaire de Dieu et que les connaissances qu'on vous a données, vous les êtres humains, sont très limitées. Donc on ne vous a pas donné toutes les connaissances. On ne vous a pas donné la possibilité de tout connaître. On a limité le niveau de vos connaissances. Donc la science a ces limites-là. La technique également pose problème par rapport à certaines de ces applications et par rapport à certains de ces procédés. Vous avez entendu le débat à propos de ces deux scientifiques français qui voulaient tester des vaccins en Afrique. Précisément, c'est une pratique très vieille dans le domaine de la science et de la technique, consistant à utiliser des cobayes. Les cobayes sont toujours d'abord des animaux, des rats, des lapins, mais à un moment donné, ils finissent par tester leurs vaccins, leurs médicaments, leurs traitements sur des êtres humains. Parfois, ils sont volontaires, parfois, ils ne le sont pas. Durant la période de l'esclavage, des femmes noires ont été utilisées pour faire des recherches en gynécologie. Si je ne me trompe pas, c'est la gynécologie, je pense. Voilà, les soins pour les femmes. Voilà. Donc, ces travaux-là ont été faits sans anesthésie. Donc sur des femmes qui n'étaient pas volontaires. Et il y a eu beaucoup de campagnes de vaccination également en Afrique qui ont entraîné des millions et des millions de morts. Il y a également quelque chose qui est d'actualité, c'est la pollution engendrée par les industries. Les industries, c'est un produit de la technique, c'est un produit du développement technique. Donc ces industries qui dégagent des gaz à effet de serre créent une dégradation de l'environnement qui se répercute sur le climat, qui se répercute sur la stabilité même de notre planète Terre, qui se répercute surtout de façon négative sur la biodiversité, l'ensemble de la faune, de la flore et également l'ensemble des éléments du biotope tels que l'eau, l'air, le sable, le sol, etc. Donc, la science et la technique engendrent ce genre de problème à notre époque. Il y a également des pratiques telles que le clonage humain qui consiste à manipuler les gènes d'un être humain. Il y a l'utilisation des OGM, les organismes génétiquement modifiés, qui peuvent engendrer ou créer des maladies. Il y a l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, les armes qui sont créées donc grâce à des innovations techniques, mais des armes qu'on appelle des armes de destruction massive qui peuvent faire beaucoup de morts. Vous avez tous vu Hiroshima et Nagasaki. Vous avez vu la catastrophe de Tchernobyl en Ukraine, la catastrophe de Fukushima au Japon, et il y en aura certainement d'autres également. D'accord? Donc, tout cela, on peut tout citer, n'est-ce pas? Vous savez donc globalement de quoi il s'agit. Donc, tout ça, c'est des choses, des limites ou bien des critiques qu'on peut faire au travail, à l'activité scientifique et à l'activité technique. Il y a d'autres phénomènes tels que certaines manipulations au niveau du corps humain, le fait qu'aujourd'hui un homme peut changer de sexe et devenir une femme, les travestis, les implants
qu'on utilise parfois pour modifier certaines parties de son corps, telles que la poitrine, etc., etc., n'est-ce pas, et qui peuvent avoir des conséquences d'abord sur la santé même de la personne, mais aussi qui posent une question d'ordre moral et religieuse très souvent. Donc le fait de modifier certaines parties de son corps ou le fait de jouer en quelque sorte avec le corps humain, n'est-ce pas, de faire des modifications sur le corps humain, de faire certaines modifications ou de manipuler des êtres vivants comme certains animaux, etc. Dans certains pays même aujourd'hui, on a commencé à accorder des droits aux animaux. Donc comme des pays comme la Suède, on n'a plus le droit de maltraiter un animal. Donc si on te trouve en train de frapper ton chien ou bien ton chat, au moins tu devras payer une amende, par exemple, si tu ne vas pas en prison. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a toute cette réflexion liée à la bioéthique, liée à l'écologie, donc dans le souci de protéger la nature, de protéger la vie, de protéger l'environnement, de protéger surtout l'être humain. Parce que comme le disait Obama, nous n'avons pas une planète B. Il n'y a que cette planète que nous avons, la planète Terre. Pour l'instant, il ne nous est pas possible, en cas de catastrophe, de déménager sur Mars, sur Vénus, sur Mercure ou sur Pluton. Donc l'écologie, la bioéthique, tout ça, ça va dans le sens d'une limitation et d'un contrôle sérieux du travail scientifique et du progrès technique pour éviter qu'elle n'entraîne l'humanité vers une catastrophe, vers une autodestruction. Ce qu'on appelle aussi le risque d'un holocauste nucléaire, par exemple. Il y a tellement de bombes atomiques sur Terre que nous pourrions du jour au lendemain assister à la fin du monde, n'est-ce pas, si il y avait par exemple une troisième guerre mondiale, si c'était une guerre atomique. Donc je résume, j'ai été trop long, je m'en excuse. Donc globalement, le cours sur la science et la technique, on peut le résumer un peu comme ça. Donc c'est vrai que c'est des cours qu'on fait en 4 à 6 heures en classe, parfois même en 8 heures, si le prof entre trop dans certains détails. Mais ici, on essaie juste de les résumer au maximum, tout en essayant de faire un survol quand même assez large pour que les élèves puissent avoir des références. Ceux qui n'ont pas encore fait les leçons en classe, donc vous avez déjà des préalables assez solides pour aborder la leçon en classe. Ceux qui l'ont déjà fait, c'est une sorte de révision et d'enrichissement pour vous par rapport peut-être à des aspects que votre prof n'a pas abordé, parce que ce n'est pas possible de tout aborder. Donc chaque professeur résume son cours à sa manière. Donc j'espère que ça vous servira dans ce sens-là. Voilà, je vous remercie. Bonne soirée.